Salut, c'est Simon de Moon Moon. Aujourd'hui, c'était la Winter Edition de Shopify où plein de sujets importants ont été annoncés. IA, Checkout Extensibility, Account Extensibility, changement du thème, flexibilité des produits, notamment sur les variants. On vous en parle tout de suite dans le podcast avec Ben et Thibaut, qui est disponible maintenant sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et autres. À bientôt. Ciao. Bonjour, on est dans le Shop des Titans. On vient de finir la Winter Session de Shopify qui nous a présenté plus de 100 nouveautés comme à chaque fois. Dont des nouveautés qui étaient déjà présentées à moi, mais ouais. bon voilà, on va Qui parler surtout dans 2 ans. On va surtout parler des vraies nouveautés. Salut les gars. Hello Simon. C'est vous qui allez nous parler surtout des nouveautés. Moi je vais être un peu plus tranquille. On va évidemment pas vous parler de toutes les nouveautés, mais on est assez content parce qu'il y a 2 semaines on avait fait un petit épisode où on avait dit un peu nos attentes pour 2024 sur le e-commerce en règle générale, mais évidemment Shopify plus spécifiquement, et on s'était pas trop trompé. Alors bon, c'était assez facile, notamment sur l'IA. Thibaut, tu nous en parleras. J'ai aucun souvenir de ce que j'avais dit. Et bah peut-être que je pourrais confirmer si t'avais dit ça ou pas. Tu réécouteras ton épisode, t'inquiète. Très bien. Et ben on va commencer tout de suite sans plus attendre avec Thibaut qui va nous parler de différentes choses, notamment produits. Alors les produits ont été un gros sujet quand même, tu pourras le dire. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est une retour aux sources. Le thème, qui est aussi un retour aux sources entre guillemets, Extensibility avec le checkout, mais aussi la partie account qui avait déjà été annoncée il y a quelques semaines, donc c'est pas trop une surprise, et la partie IA. Et après, Ben nous parlera de la partie market, du back-office de Shopify notamment, la partie application, même si on est moins fan des applications parce qu'on a plutôt tendance à les faire nous-mêmes. Mais on va quand même en parler parce que ça va intéresser du monde. Et ensuite, on va parler de la partie paiement, notamment avec ShopPay qui propose plein de nouvelles choses et on sent qu'ils veulent vraiment pousser ce sujet-là, quoi. Thib, tu peux commencer sans plus attendre et maintenant je vais chiller. Ça roule, la chance. Chill bien. Ok, donc ouais, effectivement, je vais commencer par parler de toutes les nouveautés qui vont toucher les produits. En gros, Shopify nous explique qu'ils veulent pouvoir supporter au maximum les marchands qui choisissent de grossir, d'avoir des gros catalogues de produits et que ça reste facile de les administrer. Shopify, pendant très longtemps, ils ont été connus pour être un CMS, surtout pour les petits catalogues, voire les sites monoproduits. Ils se détachent de plus en plus de cette image et voilà, ils proposent des choses pour faciliter la gestion dans le back-office de tous ces produits. Et donc là, ils nous ont annoncé déjà un truc assez fat dès le début, c'est que la limite qu'on avait sur le nombre de variantes des produits, qui était limitée à 100 jusqu'à maintenant, bien ça monte à 2000. Voilà. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que la limite des 100, on pouvait l'atteindre assez vite, notamment quand on avait des produits assez complexes avec beaucoup d'options, par exemple des couleurs ou des goûts, avec des quantités, avec voilà, des choses comme ça qui, quand on les croise, du coup, quand on croise toutes ces options, on arrivait vite à beaucoup de variantes différentes. D'ailleurs, il nous faisait un exemple où il avait, je ne sais plus quel produit, avec 3 couleurs, 3 tailles. Il avait, je crois, à la fin une 40aine de variantes. Et quand il rajoutait 3 couleurs ponctuellement, et ben en fait, il dépassait la limite des 100 et il était bloqué. Et du coup, jusqu'à maintenant, on était obligé de dupliquer des produits pour réussir à contourner un peu ce souci-là, ce qui était vraiment pas pratique. Donc maintenant, avec cette limite de 2000 variantes, on va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut en termes de variantes sur les produits, en mettre autant qu'on veut. Alors ça veut pas dire qu'il faut en mettre 15 000, mais voilà, au moins on sera un peu plus flex par rapport à ça. Donc c'est plutôt on peut pas en mettre 15 000, Thibaut. C'est 2000 maximum. Ah oui, c'est vrai. Non mais par contre c'est intéressant sur des stores, notamment on a Articonex en client. On peut avoir plein d'options, notamment voilà, dans les outils. Genre j'ai une planche, elle fait 20 cm, 22, 27, enfin voilà, épaisseur, machin. Tu commences à taper un max de variants. Donc oui, c'est utile en fait. Ça peut paraître un peu genre on s'en fout d'avoir 2000 variants, mais en fait non, il y a pas mal de cas où ça arrive. En tout cas, on a des clients qui ont de plus en plus de besoin là-dessus, quoi. Donc c'est très cool pour nous. Ouais, effectivement. Et du coup, pour bien accompagner ça, ils ont aussi fait évoluer la façon dont on va pouvoir éditer toutes ces variantes. Actuellement, dans le back-office, quand on veut changer le prix, par exemple, d'une variante spécifiquement, on doit aller sur le produit, puis cliquer sur la variante, et là, on change le prix de la variante. Et si on veut le faire sur les autres variantes, il faut cliquer sur l'autre variante. Ça recharge la page, on arrive sur l'autre variante. Donc, effectivement, si on a un produit avec 2000 variantes, ça apparaît assez inconcevable de faire ça. C'est pour ça qu'ils ont apporté le bulk edit, donc la possibilité tout simplement de modifier nos variantes en gros, quoi, avec un listing des variantes, et on va pouvoir beaucoup plus facilement maintenant faire des modifs en gros sur toutes les variantes d'un produit. Donc heureusement et merci, ça va simplifier pas mal de choses, même finalement sur les produits qui ont assez peu de variantes, ce sera quand même plus sympa. Mais en effet, je rebondis là-dessus, mais
un peu historiquement, en effet, ceux qui avaient beaucoup de produits, en fait, ils faisaient pas cette modification du prix. Ça passait par les ERP ou alors un Matrixify ou des PIM, peu importe comment tu gères ton catalogue. Mais voilà. Mais aujourd'hui, ça va permettre d'éviter de passer tu seras pas obligé de passer par ces systèmes-là, donc c'est assez cool. Ouais, exactement. Enfin, ça sera pas suffisant, mais en tout cas, pour changer des prix, ça te permet d'éviter d'extraire en fait ton catalogue, de modifier pour ensuite le réimporter. Tu peux tout faire maintenant directement sur Shopify. Ouais. Très cool. Ouais, de toute façon, c'est vraiment leur volonté de faire en sorte qu'on limite au maximum le nombre d'applications dont on a besoin dans l'environnement du store, donc c'est plutôt chouette. Ensuite, il y a une chose qu'ils ont annoncé qui s'appelle Combine Listing Product. Alors, il va falloir vraiment qu'on creuse ce truc pour bien comprendre tout ce que ça implique et ce qu'on va pouvoir faire avec, mais ça a l'air assez intéressant. Ouais. Pour prendre un exemple, qui était l'exemple qu'ils ont pris, souvent, on a des stores où, par exemple, on a une casquette jaune, une casquette rouge. À la base, c'est un produit avec une option sur la couleur, et du coup, on a 2 variantes, la variante rouge et la variante jaune. Et sauf que le problème, c'est que quand on est sur les pages collection, on voit un seul produit. On voit par exemple la casquette rouge, et c'est quand on arrive dessus qu'on peut choisir de la mettre en jaune ou en rouge. Et du coup, finalement, sur des choses comme les vêtements notamment, mais c'est le cas pour plein d'autres typologies de produits, c'est assez gênant, et on aimerait mieux proposer 2 cartes produits, une carte avec la casquette rouge, une carte avec la jaune, côte à côte sur nos pages collection, pour vraiment voir toutes les différentes couleurs du produit, parce que finalement, un produit jaune, un produit rouge, c'est 2 produits différents en fait. Donc il faut les traiter tels quels pour le client. Et du coup, ce Combine Listing Product, ça va nous permettre ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir un produit principal, donc qui sera notre produit avec 2 variants. On va pouvoir dire, moi ce produit-là, je veux que sur les pages collection, j'affiche ces 2 variantes de couleurs comme des produits indépendants, pour que le client puisse les voir de façon indépendante et du coup interagir avec l'un ou l'autre selon son choix. Et du coup, il arrivera finalement sur la page produit finale. Mais voilà, ça permet de mieux découper la façon dont on présente nos produits, finalement, notre gamme. Quoi. Et de ce que j'ai compris aussi, il y a aussi tout un impact sur la partie SEO, où du coup, on va avoir la possibilité de créer des pages spécifiques sur les variants. Là où, historiquement, du coup, le variant rentre juste dans une partie de l'URL comme étant un critère sur ton produit, là, tu pourras avoir des pages directement dédiées sur ce qui est finalement dans ton Shopify un variant. Ouais, en effet, tu as raison, c'est vrai que j'ai cru le voir aussi. On a l'impression d'être sur une page avec juste la couleur en fait, finalement, qui est active. Donc je pense que ça va permettre pas mal de choses. Alors, il faut préciser que ça va être juste pour Shopify Plus, si je me trompe pas. Et oui. Ouais. Ah bah oui, forcément. Non, mais on cherche des arguments. C'est ce que j'allais dire. Petite parenthèse, on sent que Shopify... peut-être dans ce qu'on va dire, on va louper sans doute des trucs qui sont Shopify Plus et tout. Mais moi, là, je viens de faire un post LinkedIn. Je n'ai pas précisé à chaque fois parce qu'en fait, c'est très relou d'aller chercher l'info. Mais on sent que Shopify veut revaloriser Shopify Plus et qu'ils vont remettre des billes à la faveur de Shopify Plus pour renforcer l'offre. Parce qu'aujourd'hui, on sentait que des fois, sur certains types de marchands, t'hésitais un peu. Tu dis, bon, est-ce que ça vaut le coup ? Là, ils vont remettre une petite couche, quoi. Et en plus du plus, il y a aussi tout plein de notions qui sont en early access. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont évoqués qui ne sont pas forcément disponibles tout de suite pour tous les stores. On l'a testé en direct tout à l'heure. Il y a pas mal d'informations qui sont déjà dispo sur certains stores, mais qui ne le sont pas sur d'autres. Donc, il y a quand même un temps de propagation sur ce qui est annoncé. Ouais. Bon, c'est toujours le cas sur les nouveautés. Le déploiement, il se fait en plusieurs phases. Voilà. Canon. Et du coup, dernier petit point par rapport aux produits. Ce sont les retours, la gestion des retours qui va être maintenant native chez Shopify. Donc, plutôt bonne nouvelle aussi. Jusqu'à maintenant, on devait passer par des apps externes. Alors, nous, on en a mis en place certaines. Peut-être que Simon, tu pourras en parler. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, il y a Babac qui est un gros acteur qui cartonne et franchement, la solution, elle est vraiment canon pour être aussi un utilisateur sur certains sites. Donc, je sais pas exactement ce que ça va apporter en plus de Babac, peut-être mis à part que ça sera gratuit et peut-être déjà préintégré. Aujourd'hui, sur Babac, il n'y avait pas forcément de restrictions, donc en fait, c'est assez fluide. L'environnement change un tout petit peu, je crois que tu es sur des URL différentes, tu n'es pas vraiment sur le même serveur, enfin sur le nom de domaine et tout propre. C'était pas forcément gênant. Là, on va voir si c'est vraiment ultra bien intégré, si tu peux le mettre en effet dans la partie Account Extensibility, et là, ça serait le feu absolu. Parce que c'est sûr. Ce qui sera le cas, peut-être pas au démarrage, parce que voilà, généralement, ils mettent un peu de temps avant que tout soit bien nickel. Mais ouais, assez excitant de voir ce que ça va donner. Après, c'est des applications pas faciles, généralement, surtout que les spécificités logistiques
entre la France, les États-Unis, le Canada. On sait très bien des fois. On l'avait vu avec le choix des pick-up points pour l'Europe, où Shopify avait fait un truc pour faire plaisir à l'Europe, et en fait, ça fonctionne pas bien. Enfin, personne s'en sert. Ouais, en effet. Donc, j'attends de voir, mais en effet, sur le papier, c'est stylé. L'exemple qui était donné justement sur la logique exchanges, c'est la possibilité d'associer à des produits justement certains variants, certains produits que tu peux avoir justement en échange. Donc, si t'es pas satisfait de la commande, de pouvoir directement proposer après des options de retour un peu automatisées. Ouais, mais sur Babac, c'est déjà le cas en fait. Ok. T'as des trucs Ouais. comme ça aussi. De toute façon, je pense pas qu'en termes de fonctionnalité, on va avoir des choses nouvelles et Oui, révolutionnaires. c'est À sûr. mon avis, ça va faire le minimum et ça va le faire bien. Le vrai intérêt, comme tu le dis, c'est que ça sera intégré à Shopify et que ça va sûrement très bien marcher avec toutes les nouvelles choses Oui. qu'ils mettent en place aujourd'hui au sein de toutes leurs apps privées en fait. Donc je pense que ça c'est le gros avantage. En fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein. Je pense que la solution de Shopify, elle sera bien pour les marchands qui veulent le faire de façon assez simple, sans trop se prendre la tête et avoir un truc où ils sont sûrs que ça va bien fonctionner avec le reste de leur store. Maintenant, ceux qui veulent aller plus loin et avoir des trucs vraiment très poussés, effectivement, il vaudra peut-être mieux aller vers des apps qui font ça mieux et depuis longtemps. Ouais, trop bien. C'est une super nouveauté aussi, ça. Ok, je rajoute un petit truc sur la partie produit, c'est ce qui s'appelle du coup les taxonomies. Donc les taxonomies, c'est vraiment les catégorisations de produits donc, qui sont employés sur les différents catalogues justement qu'on peut avoir en vente, sur les Google Shopping, etc. Ils proposent du coup une granularité plus importante. On peut aller plus en détail justement dans les catégories. Et en Early Access avec l'IA, on a la possibilité du coup d'avoir des métafields spécifiques pour mieux définir justement ces Qui différents se crée ces différents automatiquement, produits. hein, Exactement. d'après ce que j'ai compris. Il donnait quand même les exemples aussi d'aller pouvoir lier ces métafiles spécifiquement à des catégories qui sont présentes dans Google Shopping ou bah, Meta c'est ça. Ads, etc. Donc ça, c'est cool. C'est pas que créer des métafiles pour les faire ressortir dans le front, c'est aussi pour les gérer avec les ads et notamment les flux Google Shopping, je pense. Ça va être vraiment être canon, je pense, pour les publicitaires, genre les agences ads. Annoncé en Early Access. Donc ça, on verra quand est-ce que ce sera disponible. Ouais. De toute façon, il y a des trucs qu'ils ont annoncés il y a 6 mois qui sont toujours pas dispo, donc, donc voilà. Thibaut ? Moi c'était bon hein. Ouais. Sur les produits, j'avais fait le tour. Yes. Est-ce que toi t'avais des trucs Ben ou c'est Sur le encore produit, un- j'avais juste ça. Tu peux continuer sur le, Ah oui, sur ok, le très thème. bien. C'est ce qu'on s'était dit, 2 thèmes. Ouais. Enfin, 2 thèmes, on se comprend. Bon, du coup, la deuxième partie, ça va être sur justement la partie thème. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur les thèmes dans Shopify? Il y a 2 nouveautés qui sont assez ouf de notre point de vue. Enfin, que j'explique un petit peu ce que ça représente. Mais le premier truc, c'est des blocs dans des blocs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, aujourd'hui, quand vous personnalisez un thème sur une page, vous avez en fait différentes sections. Donc, les sections, c'est vraiment les grosses bandes de contenu que vous pouvez mettre. Vous avez une section Hero Banner, une section avec une grille de produits, section newsletter, etc. Donc ça, c'est les sections. Et dans les sections, il y a des blocs. Donc c'est comme des mini-sections qui sont dans vos sections. Et alors, je sais pas, par exemple, sur le formulaire produit, on a la section formulaire produit. Et dans les blocs, on peut mettre le titre, la description, le bouton d'achat. Et du coup, on peut un peu réorganiser les blocs comme on le souhaite. Donc ça, c'était ultra pratique. C'est une nouveauté qui est arrivée il y a 1 an ou 1 an et demi, je crois, et qui a un peu révolutionné le fonctionnement des sections en rendant ça beaucoup plus modulable finalement par l'utilisateur. Donc c'était très cool. Et donc là, la grosse nouveauté, c'est que maintenant, on va pouvoir avoir des blocs dans des blocs. Donc en gros, ils rajoutent un étage de profondeur finalement dans cette modularité. Donc on va pouvoir avoir la section. Dans la section, on a des blocs. Et dans certains blocs, on pourra avoir encore d'autres blocs. Ce qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses. Enfin, je sais qu'il y a eu plein de cas où on a été un peu bloqué. On a dû faire des trucs pas toujours très pratiques pour l'utilisateur, justement parce qu'on n'avait que ce truc de 2 niveaux de profondeur dans les sections. Et là, avec un 3e niveau, ça va ouvrir beaucoup de possibilités et de modularité sur plein de choses. Donc, alors nous, en tant que dev, évidemment, on a trop hâte de pouvoir tester ça et de voir ce que ça va nous permettre de faire. Ça va être un vrai gros changement, je pense. L'exemple qui était donné, qui est assez visuel pour moi, c'était vraiment une section où du coup on peut avoir des blocs de colonnes. On peut ajouter du coup différentes colonnes et dans ces colonnes, on peut choisir de se dire sur la colonne de gauche, je vais mettre un texte image, sur la colonne au milieu, je vais mettre juste une image et du coup un produit potentiellement sur la droite. Donc c'est ultra modulable en effet. C'est trop cool. Carrément. Ouais. Moi, je mets un petit bémol à ça. J'ai peur que ce soit un peu la foire à la saucisse si jamais les commerçants commencent à se décider de faire, on va nous-mêmes faire des trucs et tout. Mais bon, moi, c'est mon petit. Non, mais de toute façon, en fait, c'est nous, en tant que dev, qui allons créer les sections, les blocs et les blocs dans les blocs. Donc en soi, c'est nous qui ouvrons les portes
selon les besoins du client. Donc on s'assurera que ce soit toujours bien fait, bien réfléchi et que ça. Voilà, que ça mais ils fasse auront pas la main n'importe sur le fait de rajouter un bloc dans le bloc depuis le thème. Ouais, mais que dans les blocs que nous on aura prévus en amont. Oui, je sais. Mais j'ai quand même peur. Bon, on verra. On verra. Je pense que ça sera pas pire que le petit bloc de CSS libre qu'ils ont mis dans les sections. Maintenant n'importe qui peut taper du CSS directement dans les sections. C'est pas faux. Voilà. Et la deuxième chose, c'est les blocs réutilisables. Donc ça, pareil, ça va être assez fou, je pense. En fait, ça veut dire qu'on va tout simplement pouvoir créer des blocs niveau de la boutique, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer, par exemple, un bloc newsletter qu'on va designer avec une image de fond, un titre et puis le petit formulaire en dessous, vraiment comme on veut. Et du coup, l'utilisateur, il pourra enregistrer ce bloc-là et le réutiliser après sur les différentes pages de son site. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de créer une section newsletter sur la homepage et de vouloir la refaire sur la page produit et de devoir remettre l'image, remettre le titre, remettre le machin, en fait, il pourra tout simplement aller chercher dans ses blocs préenregistrés pour les injecter là où il en a besoin. Donc toutes les sections qu'on revoit assez souvent sur les sites, les icônes de réassurance, newsletter, ça marche bien aussi. Toutes ces choses, ça pourrait être enregistré dans une petite zone, une petite base de données, et puis finalement le vendeur il pourra les rechoper, les mettre où il veut sur son site facilement. Donc on va pouvoir gagner un petit peu de temps grâce à ça. C'est assez malin, je trouve, d'avoir fait ça. Ce qui est un peu possible à faire actuellement avec du coup les sections un peu header et footer. C'est vrai qu'il y a quelques sites où sur la partie footer, en fait, on ajoute 3-4 sections pour avoir justement le bloc newsletter. Ça veut dire que du coup, ce bloc, on peut l'utiliser absolument partout et du coup, il sera toujours configuré de cette manière-là. Oui, parce que header footer, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur toutes les pages du site et toujours au même endroit. Alors que là, vraiment, on peut les mettre où on veut rapidement du coup maintenant. Donc voilà, c'est les deux nouveautés qui, nous en tant que développeurs de thèmes, ça va pas mal changer notre façon de bosser. Donc c'est très cool, on a hâte de tester ça. Très canon. Ok. Ben, tu vas enchaîner avec... donc tu as parlé du back-office. Exactement, Thibaut a parlé du front, je passe sur le back-office avec un premier élément, du coup les marchés, j'ai l'impression de tout le temps de parler des marchés. à chaque truc, c'est mon topic. Mais chacun a un peu ses thèmes de prédilection. C'est sûr. Avec du coup un premier point qui est quand même un peu associé avec la partie front, puisque est annoncé maintenant la possibilité d'afficher donc en fonction des différents marchés, les stocks disponibles en fonction des marchés sur le site. C'est-à-dire que vous avez votre store en France, votre store en Angleterre, vous allez pouvoir choisir d'afficher les stocks disponibles sur chacun de ces stores en fonction du coup du store où l'utilisateur est. Donc c'est un truc qui est assez stylé. Présenté dans la vue back-office, c'est un paramétrage pour dire je veux afficher la disponibilité des stocks globales ou alors la disponibilité des stocks par marché. Donc assez intéressant à paramétrer du coup avec les emplacements. Toujours sur les marchés, du coup, une belle avancée sur la partie analytics. Actuellement, on a juste une vue dans la partie marché. On peut voir la part de marché en fonction des différents marchés. Donc 85% de ventes en France, le reste en Angleterre. Là, vous allez pouvoir avoir toute la base d'analytics spécifique pour vos marchés. Donc avoir des analyses beaucoup plus poussées. Et on sait si ce sera dans la partie analytics globale de Shopify ou ce sera toujours dans la partie market. Alors, j'ai cru comprendre que c'est dans la partie analytics, ça, c'est bien, que c'était un sélecteur. Ok, cool. Voilà, donc à voir, à tester. Pour continuer du coup dans la partie back-office, ils ont annoncé toute une série de nouvelles discounts, des réductions. On est assez limité. On a déjà rencontré pas mal de limites pour beaucoup de commerçants. On n'a pas eu le temps de creuser exactement ces discounts. Donc on va pouvoir regarder et espérer que ça nous permettra de gérer toutes les réductions attendues. Ouais, ça a l'air d'être des évolutions de discounts existants. Hein, donc bon, faut voir à quel point ça change, mais c'est ça. Alors, plus pour la partie analytics, annoncer beaucoup plus de rapports détaillés pour les grands férus d'analyse, de data, etc. Est annoncé du coup beaucoup plus de détails sur ces différents rapports. Un affichage un peu plus significatif maintenant sur les web perfs, plutôt que d'avoir juste un score global où on ne sait pas exactement ce que ça voulait dire. Il se rapproche un petit peu plus des standards qu'on peut avoir que Google peut proposer notamment. Bon, il était complètement pété, on peut le dire. Ça n'avait rien à voir avec, ça n'avait rien à voir avec Google Speed Insight ou même GTmetrix. C'était un truc, donc ça se développe petit à petit. On l'a vu sur un store client tout à l'heure, mais pas encore sur tous les autres. Donc à suivre de très très près, plutôt que de passer justement par les outils de Google.
Et pour terminer sur la partie back-office, une autre petite évolution qui est assez sympa, c'est sur les gift cards, donc les cartes cadeaux, où du coup on a la possibilité désormais de proposer à l'acheteur non plus d'acheter la carte cadeau pour lui, mais de l'envoyer à quelqu'un d'autre avec une date de l'émission de la carte cadeau. Donc très cool pour les anniversaires, pour préparer un truc à Noël, une date précise. Voilà. Et petit fun fact, on l'a déjà testé justement pour un store client en interne. Alors ça se fait aussi sur le produit directement, puisque ce qu'on a mis en place c'était directement avec un produit. Donc tu peux offrir un produit à quelqu'un avec une petite carte et un envoi du produit à une date ultérieure. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas ça en plus. Ok. Si. Tu peux programmer une date d'envoi du cadeau. Okay. Alors, c'était sans doute pas disponible pour la gift card et maintenant c'est disponible pour la gift card. Ah oui, j'avais pas du tout compris ça non plus. Je pensais que c'était l'envoi de la gift card du coup du bon. Ok. Je pense que tu peux aussi, mais en fait c'est surtout que ça va delay l'envoi du cadeau ou de la gift card à la personne à qui tu veux l'offrir. T'as plus besoin de la télécharger, de l'envoyer, etc. Partie... Okay. Je continue du coup sur la partie back-office, mais du coup back-office plus application. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en introduction. Il y a certaines applications qu'on ne développe pas encore puisqu'elles sont quand même assez costauds, et c'est le cas notamment des applications de subscription. Shopify Subscription était annoncé à la précédente Shopify Session, et au final là ça y est, c'est le lancement officiel, c'est live, donc à tester du coup sur les différents stores. Également Bundles qui évolue dans le même sens que les variants, comme tu le disais Thibaut juste avant. On était limité à je crois 3 produits et 10 variants sur cette première version de Bundles. C'est maintenant disponible jusqu'à 30 produits, donc voilà, des bundles un peu plus fournis. Petit bundle de 30 produits là, à 1 000 €. Ouais, c'est clair. Et sur les applications, dernier topic là-dessus, c'est l'évolution du Shopify App Directory. Donc possibilité de rechercher les applications directement à partir du back-office de Shopify. Recherche facilitée et également la possibilité d'avoir un comparatif en direct des applications. Donc c'était testé là justement sur l'exemple avec les applications de reviews, donc d'avis clients. Vous pouvez mettre en parallèle Judge Me, Stamp, Yotpo pour étudier les intérêts d'une application par rapport à l'autre. Je reviens juste sur Shopify Subscription, du coup, qui est mine de rien une grosse annonce. Alors c'est dispo depuis aujourd'hui. Et vraiment hâte de tester, et notamment de tester son fonctionnement avec Bundles, parce qu'en fait avec Bundles on a été bloqué avec Recharge, donc hâte de voir si ça corrige le souci qu'on avait. Perso moi je suis un peu bloqué sur certains sites clients à cause de ça, donc ça mangerait bien. Du coup je vais faire quelques tests là-dessus, hâte de voir, mais il y a des fortes chances que ça fonctionne de toute façon, parce que les deux c'est Shopify donc ça serait vraiment très relou si ça marchait pas ensemble. Oui, ça serait un peu bizarre. Bon, on fera des tests sur des stores démos. Ouais, carrément ça. Shopify Subscription, c'est the annonce. Alors ça a déjà été annoncé il y a 6 mois, mais c'était toujours pas sorti. Et là, boum, ça sort aujourd'hui. Release date sur Shopify App Store, 31 janvier. Donc voilà. Canon. Est-ce qu'il y a une suite sur les applications? Non, ok, on peut enchaîner. Bah vas-y. Ok, du coup c'est moi. C'est à toi sur les extensibility. Effectivement, extensibility, donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement toutes les applications qu'on peut ajouter dans le checkout et maintenant aussi dans les nouveaux comptes clients. Donc je vais revenir là-dessus juste après. Pour parler du checkout rapidement, en gros ils n'ont pas dit grand-chose là-dessus. Apparemment il y a des nouvelles choses qu'on peut faire avec les API pour... j'ai créé toutes ces extensions de checkout. Moi, j'irai creuser un peu pour voir s'il y a des nouvelles choses par rapport à ce qu'on a déjà fait, voir s'il y a des choses intéressantes à proposer à nos clients. Ils ont remis une couche sur le one-page checkout, voilà, pour bien expliquer pourquoi c'est vraiment génial et qu'il faut absolument que tout le monde passe dessus. En soi, c'est pas si mal. Hein. Il y a juste eu un petit souci à un moment quand même qui était assez gênant avec l'autocomplete de Google, où en gros tu mettais ton nom prénom et après tu arrivais sur la carte bleue, tu rentrais ta carte automatiquement et en fait ça effaçait ton nom et prénom et du coup tu pouvais pas payer. Du coup tu remettais ton nom prénom, ça effaçait ta carte et en fait tu étais dans une boucle comme ça
où tu pouvais pas acheter si tu Il y utilisais a des gens qui sont l'autocomplete toujours Google. bloqués, je crois. Ouais, ils sont toujours à dire mais putain mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Donc ouais, un peu chelou et du coup créé par le fait que tous les champs étaient sur la même page quoi, et donc il y avait des conflits d'autocomplete. Mais je crois que ça a été Google. changé depuis ça, non? Bah j'espère. Ah ouais, non, mais si, parce que bref, il y a eu des remontées de pas mal de personnes sur ce problème. Bah, ouais. Canon. Bon, Ouais, donc enfin, ouais, checkant Extensibility, en effet, il n'y a pas eu des grosses nouveautés. Je mets une petite parenthèse à ça. Le seul truc que j'ai l'impression qui a évolué, c'est qu'on peut maintenant avoir les aperçus depuis le back-office, ce qui n'était pas le cas avant, c'est ça? Depuis la partie thème. Si, on l'avait. Ah, ok. On l'avait, en gros, ils ont réexpliqué que du coup, il y avait bien la partie checkout, il y a la partie confirmation et puis la partie statut de commande aussi. Donc, c'est vraiment trois pages différentes du checkout, mais sur ces 3 pages, on peut faire des choses. Donc voilà, on ira creuser. De toute façon, ça fera partie des sujets qu'on réabordera plus en détail s'il y a des choses intéressantes à remonter là-dessus. Et du coup, ils ont aussi parlé de la partie Customer Extensibility. Donc gros bloc qui est en train d'arriver à grands pas. C'est toute la partie compte client qui maintenant va être gérée un peu comme le checkout, donc côté serveur Shopify. Et du coup, avec toute une interface un peu particulière comme le checkout sur lequel on ne pourra pas faire absolument ce qu'on veut. Mais vu qu'on est côté serveur de Shopify, c'est quoi l'intérêt? C'est qu'on va avoir accès à des choses plus... qui représentent plus de risques de sécurité entre guillemets, mais qui du coup ne présentent pas de risques, mais qui présentaient des risques quand on le traitait côté thème. Ça veut dire par exemple que les utilisateurs maintenant ils vont pouvoir gérer leurs moyens de paiement et notamment enregistrer des moyens de paiement, les modifier, etc. Donc c'est un truc qui était impossible jusqu'à maintenant parce que évidemment que depuis le thème on n'avait pas accès à ces informations-là, mais du coup maintenant qu'on est côté serveur, on a accès beaucoup d'argent à récupérer des numéros de carte de crédit comme ça. Exactement. Donc voilà, ça va nous permettre de faire beaucoup plus de choses, mine de rien. Ça, j'avais déjà dit dans un autre podcast, mais voilà, d'un côté, on se dit c'est dommage, on va être sur maintenant un partie compte client sur lequel on va moins pouvoir faire ce qu'on veut en termes de design, de structure. Mais d'un autre côté, en termes de fonctionnalité, ça va nous permettre beaucoup plus de choses. Shopify ont déjà mis en place plusieurs démos qui sont assez cool. On peut voir qu'il y a moyen du coup de créer une extension de wishlist par exemple qui est intégrée directement au compte client, ce qui est vraiment cool parce que le wishlist jusqu'à maintenant c'était pas dingue, hein. Franchement les apps qui sont en place et tout ça s'intégrait pas forcément très bien. Merde, on peut le dire. Et assez frustrant en personnalisation, on était bloqué à fond. Tout à fait. Ouais, donc c'est cool, ça va ouvrir pas mal de possibles. Donc hâte de tester tout ça. Ils ont parlé d'un apparemment nouveau preview mode sur le Customer Extensibility, donc c'est-à-dire qu'on pourra plus facilement bosser en tant que dev. Alors on n'a pas encore testé ça que je voulais dire. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, on n'a pas encore testé de faire des extensions pour la partie customer, donc normalement c'est exactement la même chose que pour le checkout, donc ça va pas être bien compliqué de s'y mettre, mais il faut juste qu'on ait des petits cas pour taffer dessus. Et ça va arriver très vite puisque en fait on peut encore utiliser ce qu'on appelle les comptes clients classiques, mais les nouveaux comptes clients sont en fait de base inclus par défaut pour les clients B2B. C'est le cas pour Dijo. Pour Dijo du coup sur la partie B2B où justement typiquement on utilise ces nouveaux comptes clients. Donc il y aura du travail sur tout ça. Oui, et puis de toute façon c'est sûr que Shopify va finir par forcer le truc à un moment, c'est logique. Il y a des dates mais c'est je crois 2025 annoncé pour le customer. Est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus, Simon? Non, moi c'était bon. Franchement, c'est complet. J'interviens si je pense qu'il y a des manques. Très bien. Vous avez beaucoup plus creusé les sujets que moi, donc. Tu faisais ton post LinkedIn, ce qui est aussi très important. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est moins précis que ce que vous venez de faire, donc c'est pour ça. J'y pense quand vous parlez, je fais j'ai pas dit exactement ça. C'est pas grave. J'ai dit l'inverse. Non, j'ai pas dit l'inverse, mais je fais c'est pas exactement ça que j'ai dit. Tu te questionnes à effacer le post directement en fait. Non, pas du tout. Un post à 19h, tu le laisses, hein, personne ne le voit de toute façon. Allez le voir s'il vous plaît. Vite. Ok, Extensibility, on passe à l'IA ou pas? Exactement, j'enchaîne sur l'IA. L'IA, on en parle à chaque fois. Donc évidemment, Shopify nous en a reparlé. C'est un gros bloc pour eux, de plus en plus important. On commence à se dessiner plusieurs blocs un petit peu sur ce qu'ils mettent en place autour de l'IA. Donc le premier, c'est Shopify Magic, qui était un peu leur premier test d'IA dans le back-office. Pour rappel, Shopify Magic, c'est ce qui vous permettait d'avoir de la création de contenu pour vos descriptions produits, pour certains champs de sections, pour des choses comme ça. C'était sympa, ça marchait pas trop mal, ça faisait un peu gadget, faut le dire, mais on sentait que Shopify, ils voulaient tester le truc, en fait, voir à quel point ça marchait, à quel point c'était utilisé. Ils sont assez fiers de nous dire que Shopify est la première plateforme e-commerce qui met à disposition de la génération de description produit par IA. Ouais, donc voilà, ils sont contents d'être novateurs là-dessus et c'est hyper cool qu'ils le fassent.
Et du coup, ce premier test a dû être concluant parce qu'ils développent ça sur d'autres aspects du back-office. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser Shopify Magic pour générer des contenus de pages. Notamment, il parlait de About Us, de FAQ, de choses comme je pense ça. que c'est pages édito en global. Ouais, voilà. J'imagine que c'est pas juste About. Ah non, pas ça. Ouais. Mais la FAQ, c'est trop bien ça, parce que généralement, il y a pas mal de marques quand même qui prennent pas le temps de faire des FAQ, c'est un peu chiant et long à faire. Mais c'est une valeur de ouf. Donc là, si tu peux le générer automatiquement. Ouais. Après, voilà, bon. Faut voir ce que ça donne aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, bon. Après, ils sont censés avoir amélioré l'algo. Ouais, en fait, faut voir à quel point ils ont accès aux infos de ton shop, aux infos clients et tout ça. Je pense qu'ils ont pas énormément d'infos par rapport à ça aujourd'hui, mais bon, de toute façon, l'intérêt de l'IA aujourd'hui, c'est pas vraiment, je trouve, de lui donner un prompt et de faire un copier-coller de sa réponse. C'est plus de s'en inspirer pour construire des choses, notamment pour des gens qui font une FAQ, qui ont les réponses techniques aux questions, mais qui savent pas comment les tourner. C'est un très bon moyen, du coup, de s'inspirer pour savoir comment présenter les choses. C'est pas faux. Ensuite, ils ont parlé de Sidekick, qui était la grosse annonce IA qui était présentée à la dernière édition, pas celle d'avant, c'était la dernière, je crois. Je sais même plus, j'ai l'impression qu'on entend parler depuis 1000 ans. Ça fait un moment aussi. Voilà, qui est censé être un peu l'assistant personnel dans le back-office pour les marchands, donc ça a l'air assez ouf. Et en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un peu compliqué à développer, ça prend du temps, donc bon, soyez patients. En gros, ça va pas arriver tout de suite. Voilà. Ouais, c'est pas. Il n'y a pas une IA qui va remplacer les développeurs directement dans Shopify ça viendra sûrement un jour. Si elle existait, on n'en parlerait pas de toute façon. Parce qu'on a besoin de payer le loyer quand même, merde. Ouais, ça. Et du coup, ils ont quand même vite embarqué sur d'autres aspects de l'IA, et notamment un truc qui est assez ouf, c'est la génération d'images. Alors, c'est pas juste pour générer des images, c'est plutôt pour retravailler vos images produites. Donc, vous avez nous présenté par exemple une espèce de doudoune sur un fond blanc. Et du coup, avec ce petit outil dans le back-office, vous pouvez choisir de changer le background de la doudoune. Donc, soit de la mettre avec un joli fond blanc et puis un petit truc en dessous, un présentoir exactement, pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus clean. Et on peut même carrément avoir des décors avec un fond comme si c'était posé au-dessus de l'eau, avec le reflet de la doudoune dans l'eau, des couleurs assez ouf autour et tout. C'est assez dingue. Donc plus besoin d'aller dans Canva ou d'aller dans remove.io pour faire ces petits montages produits. Ou à la montagne. Plus besoin d'aller à la montagne, ouais, c'est clair. Tu portes ta doudoune comme ça dans ta main et chez nous. Tu la lances et tu dois prendre la photo vite. Et c'est assez marrant. En fait, ça fait écho à un truc que j'avais dit il y a plusieurs podcasts de ça quand on parlait de l'IA justement. Et à l'époque, j'avais dit ça serait ouf en vrai qu'en tant qu'utilisateur, tu puisses arriver sur un site et tu vois un canapé. Et tu dis, vas-y, mets-moi ce canapé dans un salon de telle forme avec tel truc autour et tout pour essayer de te projeter. Et en fait, on y arrive de plus en plus. Donc là, c'est juste le marchand qui pourra le faire. Ouais. Mais je pense qu'il y a un moment, l'utilisateur, il va pouvoir aussi faire des prompts pour mettre en scène les produits lui-même pour se projeter facilement dans les produits. Ouais. Ça va être assez ouf, je pense. Mais je me souviens que tu l'as dit il y a un petit moment d'ailleurs. Ça me vient. Il y a peut-être déjà un je crois que c'est sur à ce réfléchir podcast sur le Customer Event où justement tu peux tes produits un petit peu favoris, te dire est-ce que tu peux pas changer le background aussi toi en tant qu'utilisateur. Quoi sur le avec les développements du Customer Events, mais là on part un peu plus loin, de dire que du coup sur ton compte on pourrait créer une espèce de script d'app où tu sélectionnes un petit peu tes produits favoris, wishlist, et du coup toi en tant qu'utilisateur tu pourrais venir charger des images. Tu vois, c'est avec ça le Customer Extensibility. Et ouais, exactement. Oui, j'ai dit Customer Events, en effet, t'as raison. C'est pour ça que je comprenais pas. On digresse. On est à 33 minutes d'enregistrement. De toute façon, je suis à la fin. C'est le plus long podcast. Ah oui, il restait un truc sur l'IA quand même. La Semantic Search. Donc ça, c'est juste pour ceux qui ont Shopify Plus. Mais en gros, c'est un moyen d'améliorer votre recherche sur le site, de booster la recherche par l'IA. Et du coup, ça doit être, je suppose, un truc de dingue. Mais en tout cas, on n'en sait pas plus. Associé à Search and Discovery, du coup. Oui, qui est le système de recherche actuel de Shopify, qui est déjà franchement canon. Je me demande ce que ça va ajouter en plus. Moi, on verra. Mais en tout cas, la recherche va être fantastique. Oui. c'est juste ce qu'on peut dire. Incroyable. C'est ce qu'on peut dire. Ouais. On peut rien promettre, mais en tout cas, voilà. C'est ce qui nous a été vendu. Thibaut, c'est bon pour toi ? Ouais. Bon Ben, est-ce que tu voulais finir avec Ouais, on a un gros sujet sur ShopPay. Pour moi, ça a été un peu la grosse dinguerie annoncée ce soir sur la possibilité de proposer un crédit
Ah oui, la dinguerie directement capitalistique. avec ShopPay. Donc typiquement, voilà, avec ShopPay, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, si vous vendez un produit potentiellement très cher, eh bien proposer de le vendre à crédit directement aux acheteurs avec différents taux qui seront proposés par Shopify. Donc Shopify joue le rôle de banque, de prêteur. Voilà. Donc à voir ce que ça donne. Crédit à la consommation. Ouais, quoi. crédit conso. On est welcome to United States. Hein, Ouais. C'est clairement, ouais. Et je passe très rapidement sur ShopPay, mais bon, ça on le sait depuis un moment déjà. ShopPay, il souhaite unifier à donf les gens là-dessus. Pour faire très simple, ShopPay, c'est un petit peu pour moi un PayPal version Shopify, et ils essaient de le rendre le plus global possible. On commence à le voir partout, et voilà, il y a ShopPay qui va s'ouvrir à d'autres solutions. Et sinon, plein d'autres trucs annoncés, mais plein d'autres trucs qui ne sont pas en France. Donc, on ne va pas trop en parler sur les logiques de marketplace ou encore de POS, même si pour ces sujets, on attend surtout l'annonce de « Coucou, c'est disponible en France ». Ouais, c'est vrai que sur POS, il y a toujours des petits trucs qui sont pas dispo. Après, ils ont pas mis, c'est dispo ou pas dispo, on sait jamais. Mais en tout cas, le device pour le store est pas disponible en France encore. Non, quoi. on peut utiliser l'application. C'est quand même possible d'utiliser POS de manière un petit peu détournée en France, mais il n'y a pas tout le hardware de dispo en France pour nous en tout cas. Mais on en reparlera sans doute dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a aussi une partie B2B assez intéressante qui a été proposée. Je pense qu'on offrira sans doute peut-être un épisode spécifique, ou en tout cas, moi, je pense qu'il faudra que j'en parle. On a de plus en plus de demandes là-dessus. J'en ferai aussi probablement un post LinkedIn un peu plus détaillé dans les prochains jours. Mais ouais, il y a pas mal de trucs, notamment avec des autorisations de certaines personnes, notamment des vendeurs qui ont besoin d'accéder à certaines propositions commerciales. On peut rajouter des promos spécifiques aussi au B2B. Voilà. Et l'accès aussi spécifique du B2B va être étendu pour le global de Shopify, c'est-à-dire mon employé qui est en Espagne aura accès que au front store de l'Espagne et pas le reste, etc. Donc bref. Mais pour le B2B, en tout cas, il y a plein de trucs qui ont été annoncés qu'on n'a pas détaillés là, c'est vrai, parce que c'est un peu spécifique, mais on en parlera très très vite. Ouais, de toute façon, là, l'idée, c'était de lister les gros points qui nous ont vraiment sauté aux yeux, et puis on approfondira. Déjà, le podcast, c'est un peu plus long que ceux qu'on a fait. On a quasiment 40 minutes. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal. Donc si on avait fait les 100 nouveautés, c'est sûr. Et comme l'a dit Thibaut en introduction, il y a aussi pas mal de nouveautés. Partie dev et très technique, on n'en a même pas parlé parce que ça sert à rien. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous êtes encore là, bravo. On vous envoie un mug Moon offert. Le lien dans la description, c'est faux. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous détaillera tout ça bientôt. Et on fera sans doute un nouvel épisode dans les prochaines semaines sur d'autres sujets. Oui, il y a des chances. Qui risquent aussi de recouper ceux qu'on vient de citer. Et de durer 40 minutes. Et on essaiera de faire plus court. Ciao, merci.